il y a à Nice un groupe de jeunes garçons Oui. Qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle Les Nouveaux Barbares. D'accord. Et qui créent, pour soutenir leur chaîne YouTube, des bustes de Napoléon. Mon Dieu, il est un peu mussolinien, là, votre Napoléon. Écoutez, je ne sais pas. Moi, je leur ai commandé un et je suis heureuse qu'au moment où on parle, enfin il arrive. Thierry Lenz, bonjour, la librairie du Globe et moi-même sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes directeur de la Fondation Napoléon. Alors, il paraît qu'il y a plusieurs institutions en France, des fondations, la mémoire, ou il y a même des collectionneurs un peu farfelus. Qu'est-ce que votre fondation ? Bien, notre fondation est la seule fondation Napoléon française, donc qui est une institution reconnue d'utilité publique, donc qui a tous les attributs d'une fondation, donc pas de membres et un conseil d'administration dans lequel l'État est représenté, et dont l'objectif de cette fondation est à la fois de développer l'histoire napoléonienne pour tous les publics, donc des petits aux historiens très chevronnés, et puis de défendre le patrimoine napoléonien, donc des monuments, des lieux qui ont besoin de nous, dans la limite de nos moyens. Vous êtes devenu directeur de cette fondation par passion, par conviction. Parce que je sais par exemple que votre trésorier porte le nom de la femme polonaise de Napoléon, comme on dit. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un descendant. Oui, c'est un descendant. C'est un descendant direct. Oui. Alors vous, alors moi, je ne suis descendant direct de personne, mais dans ma carrière professionnelle, j'ai eu un peu de temps pour écrire quelques petits livres sur Napoléon. Et donc, au moment où le poste de directeur de la Fondation Napoléon s'est libéré, on m'a proposé de le prendre. Donc je l'ai fait pour deux raisons. D'abord parce que le sujet m'intéresse, évidemment. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est en même temps une petite PME, et donc qui a besoin d'avoir quelques qualités de management, on va dire, ce que je croyais avoir, et que finalement, ça n'est pas à moi de juger si j'ai réussi. Donc c'est quand même une passion au départ. Oui, c'est une passion, c'est beaucoup plus une passion d'ailleurs pour l'époque, pour la complexité de l'époque, que pour le personnage de Napoléon lui-même, qui est évidemment un personnage remarquable, admirable, mais qui n'est pas, je dirais, l'époque est aussi un acteur dans l'époque napoléonienne, donc c'est ce moment-là qui m'intéresse. Je dois vous faire un aveu. Il y a quelques décennies, j'étais venue en France comme journaliste. Et une des premières questions que j'avais posées à rien moins que M. Chirac, en tant que journaliste, c'était de m'expliquer la différence entre Napoléon, Staline et Hitler. À l'époque, c'était quelque chose de très très scandaleux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu presque un lieu commun, cette question. Parce la question, oui, hein, le fond, sûrement pas. Mais, Voilà. Et avec qui on peut comparer Napoléon, positivement parlant. Et pourquoi on ne peut pas le comparer, d'après les Français, avec les grands tyrans? D'abord, la première remarque que je ferais, c'est que quand vous aviez des questions sur Napoléon à poser, c'est vrai que les poser à Jacques Chirac étaient assez osées, parce que c'est quand même un des chefs d'État qui à la fois connaissait le moins, et ensuite a le moins célébré Napoléon. Il a même interdit qu'il y ait lieu des commémorations au moment du bicentenaire d'Austerlitz en 2005. Et je suis presque convaincu que la réponse qu'il vous a donnée à la question que vous avez posée était une réponse un peu à la Chirac, c'est-à-dire un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, etc. Alors, c'est une question qui est posée, on va dire, de façon polémique, généralement, parce que si on fait de l'histoire, on s'aperçoit bien qu'on ne peut pas comparer deux personnages qui sont distants de presque 2 siècles, dont les circonstances d'arrivée au pouvoir ne sont pas les mêmes, dont la politique, évidemment, n'est pas la même,
dont, je veux dire, le destin même dans les mémoires n'est pas la même. Hein. On ne trouvera jamais personne ou quelques fadas pour aller célébrer Adolf Hitler, alors que la célébration de Napoléon, elle est internationale, elle est même russe, hein, à certains moments. Si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc je dirais... Tout ça, c'est un peu grand guignolesque, pour ne pas dire abracadabrantesque, comme aurait dit Chirac, de même que la comparaison avec Staline, tout ça ne tient pas debout. Alors, maintenant, vous me demandez à qui est-ce qu'on peut le comparer. Moi, je pense que, justement, l'intérêt des grands hommes, c'est qu'ils sont comparables à personne. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre personnalité, leur propre éducation, leur propre dynamique dans leur époque, et à un moment donné, ils se retrouvent être de grands hommes, on va dire. Alors je sais bien que la notion de grand homme est une notion qui est un peu galvaudée. Par exemple, Zinedine Zidane serait un grand homme. Non, Zinedine Zidane, c'est un bon footballeur, c'est pas un grand homme. Ou d'autres. Hein. Donc la notion de grand homme s'appliquant à Napoléon, c'est qu'il est à la fois lui-même, Napoléon, mais il est aussi son époque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va influer sur l'autre, si c'est son époque ou si c'est lui qui modifie son époque. Et c'est ça qui fait que ce personnage est absolument fascinant. Je pense que c'est dans ce livre que vous avez dit que Napoléon il est en chacun de nous. Oui. Et en même temps, tout à l'heure, vous avez dit que M. Chirac avait interdit des célébrations et M. Blanquer a quelque part réautorisé l'apprentissage plus profond de Napoléon. C'est vrai. Et certains journalistes disent même que c'est une espèce de révélation de masochisme français que de le étudier de nouveau dans les écoles. Oui, alors moi je trouve que c'est quand même plutôt l'inverse. Et on était vraiment à l'aboutissement d'un phénomène qui a commencé dans les années 1970, puisque l'histoire en tant que matière autonome a disparu en 1977 en France pour intégrer ce qu'on appelait à l'époque les matières d'éveil. Donc on devait avoir une étude horizontale, avec des aspects historiques, des aspects scientifiques, etc., mais absolument plus la colonne vertébrale de l'histoire, qui est la chronologie. Je veux dire, on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne connaît pas la chronologie, si on ne la comprend pas. Alors, on n'est pas obligé d'apprendre l'histoire, personne n'est obligé d'apprendre l'histoire, mais à partir du moment où on veut l'apprendre et en parler, autant commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire essayer de connaître l'enchaînement des choses. Je dis, et je répète assez souvent que Napoléon est en nous. Je parle bien sûr là pour les Français, mais Napoléon est en nous parce que nous faisons du Napoléon tous les matins sans le savoir. Tous les matins, alors évidemment, nous ne nous rendons pas compte que nous le faisons dans la journée, mais nous appliquons le Code civil, par exemple. Le Code civil, il règle nos vies, il règle nos accords, il règle nos contrats, il est entré dans nos esprits, et il va même d'ailleurs au-delà de notre vie, puisqu'il règle le problème des successions. Et c'est en ce sens que Napoléon est un peu en nous. Mais partout en France, Napoléon est aussi dans notre environnement urbain. C'est lui qui, par exemple, décide l'alignement des maisons au bord des rues. Alors, c'était une idée ancienne, mais c'est lui qui le met en place. C'est lui qui décide du cadastre, c'est lui qui décide qu'on va enterrer les morts à 6 pieds sous terre, c'est lui qui décide qu'on doit balayer devant notre porte. Et puis si on veut encore aller plus loin... Oui, pour le balayage sans doute, oui. Mais si on veut aller plus loin, toutes les institutions, les grandes institutions françaises sont issues, peut-être pas de son cerveau, mais de la façon dont il a managé l'État de son temps et où il a permis la création de ces choses-là. Napoléon disait toujours, je suis, alors il n'était pas modeste, il faut quand même le dire, il disait toujours « je suis de la race qui fonde ». Et on peut quand même pas dire qu'il n'a pas fondé. Alors qu'ensuite, il soit rejeté par les personnes qui rejettent autre chose, c'est-à-dire, je ne sais pas, le respect de l'intérêt général, le respect de l'État, le respect de la famille, etc. Alors tous ces gens-là, évidemment, pour ne pas nous dire en face qu'ils rejettent ces choses-là, ils vont rejeter Napoléon, ils vont rejeter le général de Gaulle, etc. Puis on va toujours aller trouver, évidemment, dans une carrière politique aussi longue, aussi importante, avec autant de pouvoir, ils ont tous fait des erreurs.
Et Napoléon Ier a fait des erreurs, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il les a faites plutôt que de les prendre et de les lui jeter à la figure en quelque sorte, ce qui ne sert à rien à 200 ans de distance. Il y a un autre personnage maintenant qui me fait penser à Napoléon, et je voudrais encore une fois faire une tentative de comparaison, parce que vous dites que les initiatives et les lois de Napoléon et sa philosophie ou sa vision du monde persistent jusqu'aujourd'hui. Il y a un autre qui est encore vivant dans beaucoup d'esprits, surtout des intellectuels, qui s'appelle Léon Trotsky. Et deux ont terminé je veux pas vous vexer, exilés. Quand même. Mais, si vous voulez, Napoléon n'est pas... C'est un révolutionnaire modéré, déjà, pour commencer. C'est un homme des Lumières. C'est le contraire d'un homme de l'idéologie de la fin du 19e siècle et de l'idéologie bolchevique. C'est un homme qui voulait asseoir les principes de la Révolution, arrêter le roman de la Révolution, comme il a dit, et il était plutôt un conservateur, lui, hein, dans sa façon de gérer l'État. Alors ça fait encore partie. Mais attendez, bon, je sais bien que Trotsky, grâce aux trotskistes, est devenu une espèce de mythe de l'humanité. Mais enfin, Trotsky, c'est ça la question. Pardonnez-moi de vous le dire, mais enfin, Trotsky, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout, quoi. Bien sûr, voilà. Le problème, c'est les intellectuels européens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas honte de revendiquer être trotskistes. Oui, bien sûr. Et puis il y en a même qui le sont sans le revendiquer, hein, puisqu'on sait très bien que les mouvements trotskistes, ça existe encore, et que, ma foi, il y a cet entrisme, etc., et qui fait qu'il a finalement assez bien marché, puisque nous avons même eu un Premier ministre en France pendant 5 ans, qui a finalement admis avoir été membre de ces groupuscules trotskistes. Alors, il n'est pas allé jusqu'à refonder l'armée rouge et jusqu'à aller massacrer ses adversaires, mais voilà, bon, je veux dire, oui, Trotsky, oui, Pardon. Oui, alors, je ne sais pas, comme je ne connais pas vos préférences dans l'histoire bolchevique, je ne voudrais pas Trotsky, vous fâcher. je le vomis, pour tout vous dire. En revanche, ce qui me scandalise, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui qui, entre autres, détiennent la presse... Bien sûr, enfin, il y a quelques années, on obligeait tous les étudiants à lire Le Monde, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu totalement impossible. Les pages Société du Monde ce sont des tracts trotskistes, en quelque sorte, ou en tout cas d'extrême gauche. On ne peut plus parler aujourd'hui de journal de référence. Il y a les anciens du Monde qui sont toujours ces gens remarquables qu'on a connus, mais les anciens, ils sont appelés à laisser leur place à toute cette jeune génération. Et bon, ce qu'on entend, mais est-ce que c'est bien intéressant finalement à l'échelle des problèmes du monde qu'au sein de la rédaction, il y a quand même une espèce de scission entre les anciens et les tout modernes. On est à la librairie du Globe et en préparant et en lisant votre livre, je me devais vous poser des questions sur Napoléon un peu littéraires. Pour ça, j'ai 3 auteurs, 2 Russes et 1 Anglais. 4 même. Pouchkine, le premier, disait de la société russe de l'époque que chaque aristocrate, chaque homme se voit Napoléon. Dostoïevski a fait Crime et Châtiment, où Raskolnikov, qui a tué la vieille, se voyait Napoléon. Et tuer la vieille dans une petite chambre de rien du tout, c'était son Toulon à lui. Il y a le comte Tolstoï, qui a écrit Guerre et Paix. Son Toulon à lui, c'était autre chose. Il a eu même la classe d'écrire un livre sur Napoléon, parce que Guerre et Paix, c'est un livre sur Napoléon, où Napoléon n'était pas le héros principal. Et à la fin, c'est Byron qui a écrit sur Napoléon et qui est devenu Napoléon de la poésie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la traduction en russe de Byron est complètement faussée, parce que là où Byron décrivait le feu à Moscou,
il parlait du feu de la révolution que Napoléon voulait faire dans le monde. Or, le traducteur russe, qui était un amant d'ailleurs, entre autres, de la femme de Bulgakov, a traduit ça comme une espèce de l'héroïsme du peuple russe qui a mis le feu. Voilà. Donc, ma question, elle est littéraire, et ma question, elle est un peu philosophique. Quelle est votre vision des choses? Oula, c'est une question très, très, très compliquée. Alors, on va peut-être laisser Dostoïevski de côté, parce qu'évidemment, chacun a son Toulon, va avoir son Austerlitz et aura son Waterloo, mais enfin voilà, bon, ça peut s'arrêter là. Globalement, la littérature, évidemment, a énormément fait pour Napoléon, y compris d'ailleurs dans les situations où on n'est pas très favorable à Napoléon, comme dans Guerre et paix, hein, par exemple. D'abord, Napoléon a fait du bien à la littérature, puisque Pouchkine devient napoléonien à peu près au moment où meurt Napoléon, parce qu'il est lui-même exilé, donc il se met à comprendre l'exilé, il se met presque à s'identifier à lui. Et, bon, il publie un très beau texte au moment de la mort de Napoléon. Byron, c'est un petit peu pareil. Alors Byron, il a, comment dire, on a de Byron l'image finale, c'est-à-dire l'image grecque, si je puis dire, mais en réalité, il commence d'abord par être chez les lords anglais une espèce de partisan Whig, hein, comme on disait à l'époque, de la Révolution française. Donc lui, il est, on va dire qu'il a mieux intégré un petit peu l'affaire napoléonienne, et puis lui aussi, hein, publie dès la mort de Napoléon un très grand texte qui est d'ailleurs traduit dans l'Europe entière pour expliquer sa vision de Napoléon, qui est évidemment pas une histoire de Napoléon, mais c'est la vision littéraire. Tolstoï, ben, c'est évidemment le plus grand, enfin pour nous, c'est-à-dire qu'à la fois l'ouvrage n'est pas très pro-napoléonien, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, mais d'un autre côté, il donne une ambiance et il donne à comprendre aussi la partie de l'Europe qui s'est opposée à Napoléon, mais au fond avec une espèce de retenue, c'est-à-dire que ce personnage qui est, je veux dire, si j'osais, je dirais qu'il est, sa grandeur est à la hauteur de la grandeur de la Russie à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que Napoléon tout seul et la Grande Russie, tout ça fait quelque chose dans les balances. Et donc, c'est pourquoi Guerre et paix est un peu l'ouvrage mythique des Napoléoniens, quand bien même, comme il est assez long à lire, comme il est parfois un petit peu embrouillé, on ne sait plus trop à la fin si c'est pour ou contre Napoléon. Bon, l'ensemble n'est quand même pas complètement favorable. C'est un petit peu, comment dire, Guerre et paix, c'est un peu à Napoléon ce qu'est la saga moscovite d'Aksionov pour les anticommunistes, si je puis me permettre. L'énigme pour les Russes, c'est la rencontre à Tilsit, et il paraît que Alexandre a pris Napoléon dans ses bras. Ils se sont pris dans les bras mutuellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a toute une légende autour de Tilsit qui est beaucoup française, un peu russe aussi, qui est d'ailleurs qui est un peu exprimée au musée de la guerre de 1812 à Moscou, où la partie Tilsit est présentée comme une espèce de grande fête de réconciliation, etc. En réalité, la paix de Tilsit en 1807, c'est la paix du vainqueur, Napoléon, imposée aux vaincus. Quand vous regardez les conditions qui sont acceptées par les Russes, c'est contraire à toute leur politique étrangère depuis Pierre le Grand jusqu'à nos jours. Alors d'abord, Alexandre est bien obligé d'aller voir son ennemi parce que son armée a été complètement détruite à la bataille de Friedland. Donc les armées françaises sont au bord du Niémen, rien ne les empêcherait de franchir le Niémen. Bon. Donc il est bien obligé d'aller demander la paix. Il la demande en position de faiblesse. Évidemment, il a essayé de séduire Napoléon, et réciproquement d'ailleurs, bon, tout ça, ça fait partie, c'est la partie normale des rencontres internationales, mais ils s'embrassent le premier jour où ils se rencontrent, c'est quand même la première fois où les Russes reconnaissent Napoléon comme étant un empereur. Bon, ils s'embrassent, et puis le soir même, Alexandre écrit à sa sœur, tu te rends compte, j'ai été obligé d'embrasser Bonaparte. Mais il faut en passer par là si on veut préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est préparer la revanche. À la fois, l'accord de Tilsit est un accord de puissance imposé par Napoléon, mais c'est aussi, il est déjà écrit dans les accords de Tilsit que tout ça ne peut pas durer à condition
enfin, si on ne remplit pas la condition d'assouplir un petit peu à certains moments. Par exemple, sur le commerce, Napoléon va il va pas comprendre du tout les besoins de l'économie russe à ce moment-là. Et pourtant, l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, qui est Colincourt, le met en garde, le prévient de nombreuses reprises en disant « attention, il faudrait peut-être être un peu plus souple ». Et finalement, Alexandre va finir par trouver les raisons de sa revanche, parce que dès le début, Alexandre pense qu'il y aura un moment une revanche. Hein. C'est dans son esprit, c'est pas un partage du monde du tout. C'est bon, on fait la paix parce que je peux plus faire la guerre, mais on va finir par se retrouver, quoi. C'est un petit peu ça. Je voudrais continuer un peu sur cette opposition de l'aristocratie russe par rapport à Napoléon. Déjà, à commencer par Alexandre, qui ne l'a pas accepté tout de suite. Après, sa mère, qui a interdit la possibilité ou l'idée même du mariage entre Napoléon et ses deux filles. Et là, il y a le snobisme russe. Mais cela dit, Napoléon voulait peut-être épouser la Russie dans un sens, dans deux sens du terme. Et une petite anecdote, je connais un monsieur qui s'appelle le comte Sheremetyev, qui est encore bien vivant et qui est le président du conservatoire. En premières noces, il était marié avec une de Witt. Je ne sais pas, vous dites de Witt. Oui. Et il m'a parlé que sa mère était opposée quasiment à ce mariage parce que pour elle, le grand Sheremetyev ne pouvait pas épouser une espèce de rejeton d'un paria qui était Napoléon. Aujourd'hui encore, elle était née en 1937. Cette espèce de presque haine entre la Russie et la France, je parle de la grande société, qui en même temps existe parallèlement que le mythe de la proximité des deux cultures. Et d'ailleurs, il y a un livre, il y avait une exposition au moment où Chirac était président, que vous connaissez peut-être, quand la Russie parlait français. Je travaillais sur ce livre aussi, qu'il faut, parce qu'au moment où on dit quand la Russie parlait français, la Russie était pro-allemande. Cette espèce de contradiction mythe historique que la Russie était française, et d'ailleurs la langue française, il y a tout un chapitre où vous parlez de la langue française. Napoléon était obligé de presque l'imposer en France. La question de la langue est très liée, alors c'est un petit peu difficile aujourd'hui à comprendre, mais elle est très liée à l'idée d'unité nationale. C'est-à-dire qu'au moment où éclate la Révolution française, en fait, seule on va dire la partie haute de la société, je ne dirais pas la superstructure, parce qu'on va encore m'accuser de marxisme, mais la partie haute de la société parle, on va dire, le français de la Loire, hein, grosso modo, c'est-à-dire celui qui devrait être la langue de tout le monde. Mais il subsiste des langues régionales un petit peu partout, et parfois très très puissantes, et la Révolution décide de casser ça. C'est-à-dire qu'elle oblige le français, elle interdit l'enseignement des langues régionales, etc., etc. Alors de façon tout à fait paradoxale, Napoléon s'en moque totalement. Lui, l'unité nationale se fait au travers de l'État, et il n'impose la langue française que dans les rapports avec l'État. C'est-à-dire les actes publics doivent être en français, et les gens qui écrivent à l'administration doivent écrire en français. Mais comme vous le savez, l'Empire est très étendu, il y a des départements allemands, il y a des départements hollandais, il y a des départements italiens, il y a des départements espagnols. Et là, de façon tout à fait, je dirais à la fois paradoxale mais complètement pratique, Napoléon décide que on peut continuer à parler son idiome local, comme il disait lui, et que par conséquent, même l'administration va faire des affiches bilingues, bon, etc., etc. Alors, par ailleurs, c'est vrai que moi qui ai un peu baigné dans ma jeunesse dans un milieu de Russes blancs, on s'apercevait que toutes ces personnes parlaient un français absolument remarquable, quoi, hein, et connaissaient la littérature française, etc. Mais ça vient probablement du fait que la langue de la diplomatie a longtemps été le français, et que la domination culturelle, pardonnez-moi de le dire comme ça, de la France sur le reste de l'Europe faisait qu'au fond, on se mettait
mettait à parler le français, qu'on trouvait être une langue complètement adaptée à la complexité des choses, bon, et ainsi de suite. Et donc il y a eu, comment dire, au niveau de la langue, une espèce d'unification et probablement là un rapprochement culturel entre la haute société russe et les Français. Pour un noble russe, alors je dirais plutôt un noble russe de cette époque-là, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle, c'est un peu une mésalliance que d'aller s'unir à de la noblesse d'empire ou à de la napoléonie, etc. Mais en ce sens, finalement, les Russes, ils renvoient un petit peu vers l'Europe occidentale la façon dont ils ont été traités à peu près jusqu'à l'époque, allez, on va dire, de Nicolas Ier, c'est-à-dire personne ne voulait marier une Romanov. Hein. Non, mais c'est vrai, c'était pas considéré comme une dynastie importante. Enfin, c'était tout ça, c'était des gens qui s'assassinaient entre eux, qui écartaient leurs maris, qui étranglaient leurs fils. Bon, tout ça, même dans l'Europe du XVIIIe siècle, ça faisait un petit peu désordre. Hein, donc on voulait pas. Et Napoléon, au fond... C'est leur côté corse. Oui, alors bon, là, je suis pas sûr qu'il y ait eu vraiment des échanges culturels sur ces choses-là. Non, mais je crois qu'on a quand même, dans tous les pays européens, en tout cas, on va dire jusqu'à la fin de Beria, la vie politique russe a quand même été une vie politique où on se débarrasse des gens, on va dire, toujours avec un petit peu de... enfin, on est très décidé à s'en débarrasser, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas s'attarder à celle-là, parce que quelque part, c'est une vieille querelle. Le Borodino, moi, en tant que Russe, j'étais bien sûr éduquée dans le musée. C'était une visite obligatoire de cette espèce de panorama de Borodino. Et les Russes ont toujours dit que la défaite des Français a eu lieu au Borodino, une bataille qu'on a perdue quand même. Sur le plan tactique, les Français ont gagné la bataille, que nous appelons nous la bataille de la Moskova. Donc la Moskova est une victoire française, mais les Russes ont raison de dire que Borodino est une victoire stratégique. Parce que la Grande Armée est saignée à blanc à ce moment-là. La cavalerie française n'existe plus à la fin de la bataille de Borodino. Et les Français, à Moscou, vont eux-mêmes continuer leur suicide militaire, c'est-à-dire avec la désorganisation de l'armée. Et au fond, alors c'est triste à dire, mais ce qu'a fait Rostopchine à Moscou, sur le plan stratégique, c'est formidable, quoi. Hein. Alors ça a bien sûr beaucoup attristé les Russes, ça a beaucoup mis en colère Alexandre Ier, qui croyait au début que c'était les Français qui avaient brûlé Moscou, mais maintenant, il n'y a plus aucun doute. D'ailleurs, même à l'époque, il n'y a pas eu de doute non plus. Hein. C'est Rostopchine qui a ordonné l'incendie. Mais donc on le voit, peut-être une défaite, oui, pour la journée de Borodino. Peut-être une victoire française pour la journée de la Moskova, mais stratégiquement, c'est quand même c'est une victoire de demain qu'a préparé Kutuzov à Borodino. Une question d'une profane. Peut-être que pour vous, c'est même idiot comme question, mais je vais la poser parce que d'habitude, les gens qui envahissent le pays veulent aller à la capitale. Pourquoi il n'est pas allé à Saint-Pétersbourg? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que je ne suis pas complètement convaincu que Napoléon ait conçu l'importance de Saint-Pétersbourg. Je pense que on voit par exemple quand il arrive à Moscou, il attend les boyards pour qu'ils lui remettent les clés. Or ça fait 100 ans qu'il n'y en a plus, quoi. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas cette grande information. Et puis il y a surtout d'abord au fond c'est moins compliqué d'aller à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg à cette époque parce que malgré tout les voies de communication sont plutôt vers Moscou. Et puis il y a quelque chose de très important que les Français négligent, parce qu'on dit toujours les Russes ont fui devant Napoléon. C'était absolument pas une fuite, c'était une décision stratégique qui avait été prise par l'état-major russe en 1810 ou 1811. Dans son livre sur la campagne de Russie, Marie-Pierre Ray le montre de façon lumineuse, c'est-à-dire que le repli devant les Français était décidé. C'est-à-dire ils n'ont pas eu peur, etc. Ils ont compris que, vu la masse de l'armée européenne qui entrait en Russie à ce moment-là, ils ne pourraient pas les battre sur une bataille des frontières. Donc il fallait les emmener le plus loin possible dans le territoire. Qui a dit je suis prêt à aller jusqu'à Kamtchatka? C'est Barclay de Tolly, oui. Et même au départ Alexandre Ier était d'accord. Mais il y a eu au sein de l'état-major russe, parce que
au sein de l'état-major russe, il y avait les vieux Russes et, on va dire, les Allemands, grosso modo, mais qui étaient Russes depuis plusieurs générations, mais ils avaient tous ces Barclay de Tolly, alors lui c'était plutôt un Écossais, mais Buxhowden, etc. Tout ça, c'était... Il y avait deux grandes familles. Hein. Il y avait, on va dire, la bande à Kutuzov, Raïevski, le chef des Cosaques, Platov, etc. Puis de l'autre côté, il y avait tous ceux qui avaient un nom et une origine un petit peu allemande, généralement balte d'ailleurs. Hein. Bon. Et en fait, à un moment donné, ils sont venus, tous ces gens-là se battaient autour d'Alexandre, et sont les Russes qui l'ont emporté en disant « D'accord, mais tous ces Allemands-là, ils s'en moquent bien, puisque l'armée française ne remonte pas vers les pays baltes, Saint-Pétersbourg, etc. Nous, c'est la Sainte-Russie, c'est le cœur de la Russie qui est en train d'être envahi. » Et finalement, Alexandre Ier change Barclay de Tolly par Kutuzov. Et Kutuzov, qui a quand même bien compris qu'il ne gagnera pas les batailles contre Napoléon, mais il est bien obligé d'en livrer une, quoi. Hein, et c'est pour ça qu'il s'installe à Borodino. D'ailleurs, le lendemain matin aurait dû avoir lieu la deuxième journée de la bataille, et c'est pendant la nuit que Kutuzov décide de replier son armée, parce que, comment dire, les ressources à la fois humaines. Alors, contrairement à ce qu'on croit, la Russie, vaste, immense population, etc., le recrutement est très compliqué pour les armées russes à ce moment-là. Puis il y a le matériel, quoi. Je veux dire, une fois que les Russes perdent un canon, ils n'en ont pas d'autre. Hein. Ils en fabriquent très peu, bon, etc. Donc, Kutuzov se dit, j'ai qu'une armée, je ne vais quand même pas la sacrifier pour un truc où il va rentrer à Moscou, quoi. Bon, donc je laisse tomber Moscou, puis on va voir après. Et c'est ça l'intelligence du renard des neiges, comme on l'appelle, ou je ne sais plus quoi. Oui, enfin, c'est un excellent stratège, Kutuzov, assez piètre tacticien, parce qu'il le reprouvera aussi pendant la retraite. Mais il a bien compris comment les choses peuvent se passer, quoi. C'est-à-dire que ces Français qui arrivent à Moscou, ville en feu, la désorganisation, mais qui est absolument inouïe, qui traverse l'armée. Il va falloir des semaines et des semaines pour remettre tout ça en ordre, simplement pour créer que les bataillons soient ensemble, et ainsi de suite, quoi. Ça ne s'était jamais vu pour une armée de cette taille-là, pratiquement jamais, quoi. Une désorganisation totale. En plus, désorganisation des vainqueurs. Généralement, c'est les vaincus qui se désorganisent. Là, c'est les soi-disant vainqueurs qui, au fond, se suicide un petit peu à Moscou, quoi, hein. Et Napoléon, il reste 35 jours. Il ne veut pas croire que l'hiver russe est rude. Là aussi, il a ses mauvaises connaissances du terrain, etc. Et Caulaincourt lui dit à plusieurs reprises, mais ça arrive vite, c'est très froid, vous ne vous doutez pas. Puis quand il commence à neiger au début du mois d'octobre, et où les matinées deviennent un peu fraîches, là, il commence à se dire, oui, en effet, l'hiver russe, ça m'a l'air d'être assez froid, quoi, hein. Alors, il verra dans la retraite que ça peut être plus que très froid, quoi, hein. Pardonnez-moi ma vulgarité, parce que j'ai essayé, comme j'ai pu, me préparer à cet entretien intellectuel, mais je vais vous poser une question très vulgaire, qui n'est pas dans votre livre. Elle concerne le pénis de Napoléon. C'est vrai ou pas? C'est faux. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des morceaux de Napoléon qui auraient été pris partout, sauf que cette autopsie, elle s'est déroulée sous surveillance, etc. Il y a Antomar qui a réussi à prendre un petit morceau de côte qui doit se trouver aujourd'hui au château de Malmaison. Hein, donc Antomar qui, c'était le médecin de Napoléon. Non, tout le reste, il y a aussi, à une époque, on montrait en Angleterre un bout d'intestin avec un trou. Alors on disait, tu vois, ça c'est le trou de Napoléon, enfin c'est de ça qu'il est mort. Il y avait le pénis. Alors il me semble que le pénis a été à un moment dans une banque au World Trade Center et qu'il a peut-être disparu au moment des attentats. Enfin bon. Tout ça, vous savez, il y a des morceaux de Napoléon, il y a les masques mortuaires de Napoléon, il y a les cheveux de Napoléon, etc. Alors, comme il y a les vrais morceaux de la vraie croix, les clous, etc. Bon,
si vous voulez, si on mettait ensemble tous les cheveux de Napoléon qui existent sur Terre, c'est un papou, quoi. Hein. Donc, c'est un peu comme on disait pour les vrais morceaux de la vraie croix. Avec tous ces morceaux, on chaufferait l'ensemble de la ville de Rome, quoi. Hein. Voilà. Oui. Donc voilà, bon, alors ça passionne les gens, bien sûr. Il vaut toujours mieux dire on a le pénis de Napoléon que de dire qu'on l'a pas, parce que ça intéresse beaucoup plus les gens si vous l'avez. Mais enfin bon, voilà quoi. Enfin, en plus, on revient un petit peu, on termine notre conversation comme on l'avait commencé. Les sentiments domestiques, les aspects domestiques de Napoléon ne font rien à son immensité dans l'histoire de l'humanité.